Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, pour faire suite au refus de gérer Ferrari, le PDG de Ferrari pourrait reprendre lui-même le poste de Binotto. Benedetto Vigna. Des sources proches de Ferrari auraient dit qu'il y a une chance que Vigna prenne le rôle de patron intérimaire. L'Italien de 53 ans est actuellement le PDG de Ferrari. Il semble toutefois exclu que Vigna devienne le successeur définitif de Binotto. La période hivernale de préparation de l'année 2023 de la F1 compte comme des mois importants qui détermineront la compétitivité de Ferrari en début de saison. Ferrari espère que l'arrivée de Vasseur sera réglée au plus vite, même s'il n'est de toute façon pas inconcevable que Vigna soit en pratique aux commandes au cours des premiers mois. En fait, qu'est-ce qui pose problème pour l'arrivée de Vasseur? C'est qu'il sait pas parler italien ou je sais pas? Après tout, Vasseur entre dans un environnement très différent. Il n'a pas été impliqué dans le développement de la voiture de 2023 et ne parle pas encore italien non plus. Je crois que ça pose vraiment problème, ça, en fait. Oh là là, mais ils ont qu'à se parler en anglais entre eux, là, et puis c'est bon. Incroyable, quoi. Hein. Plus tôt ce samedi, Corriere a écrit que tout le monde n'est pas heureux du départ imminent de Binotto. Plusieurs employés de Ferrari pensent que l'équipe basée à Maranello sera directement renforcée par Binotto, qui connaît tous les tenants et aboutissants de la conception de la voiture de l'année prochaine, qui prend la porte. Ouais, mais bon. Je suis d'accord, c'est dommage, mais bon. Il avait qu'à faire du meilleur travail aussi. Il serait pas en lice pour se faire virer s'il avait fait du bon travail. C'est ça qu'il faut dire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste avec Binotto dans l'espoir que ça aille mieux en 2023? Ou est-ce qu'on change et puis on a un espoir que ça aille mieux aussi? C'est compliqué là. Bon, je vous laisse me donner votre avis. Alors, Franz Tost et Andreas Seidel auraient été approchés pour remplacer Binotto. Mais apparemment, ils auraient refusé. Corriere della Sera rapporte samedi que la formation de Maranello a déjà eu les refus de plusieurs candidats. Sur le média italien, Ferrari n'est tout simplement pas beaucoup plus d'optique que Vasseur. Seidel, Tost, Berger auraient tous donné un préavis nul à Ferrari. Berger aurait été approché aussi. Incroyable. On dit que Vasseur a déjà commencé à prendre des cours d'italien, mais en interne, il y a aussi beaucoup d'employés qui ne sont pas enthousiastes à l'arrivée du patron d'Alfa Romeo. On trouve son curriculum vitae son CV donc pas très impressionnant. Sa période de gestion chez Renault a complètement échoué et ses années chez son employeur actuel n'attirent pas plus l'attention que ça. Binotto est le quatrième patron d'équipe depuis le départ de 2014. Même ceux qui n'aiment pas Binotto reconnaissent que ce nouveau revirement pourrait avoir un impact négatif sur la trajectoire de l'écurie et de la voiture pour 2023, indique le journal. Au sein de Ferrari, les opinions semblent fortement divisées sur la voie à suivre. Ok, bon, en gros, on dirait que Vasseur, au final, c'est le candidat numéro 4 ou 5. Alors qu'il y a eu d'autres candidats avant lui qui ont refusé le poste. Et ben voilà, écoutez, je sais pas ce que ça va donner tout ça, ciao. Hamilton s'adaptera à l'agressivité de Verstappen en 2023. Ah. Vous avez pu voir lors des années précédentes que j'essaie d'éviter le contact dans tous les scénarios. Je suis sûr que nous allons grandir des deux côtés et nous améliorer afin de ne pas revivre des expériences comme celle du Brésil. Mais je ne ferai rien qui vous fera retenir votre souffle. Bah, j'ai envie de dire, Lewis, tu t'adaptes, t'es aussi agressif que lui, au pire, voilà. Hein. Faut pas lui céder à ce petit Maxou, là, Super Max. Hein. Tout ne lui est pas dû. Si Verstappen est particulièrement agressif à l'égard d'Hamilton en piste, le septième champion du monde pense aussi c'est parce qu'il possède le meilleur palmarès du plateau. Je me rappelle du moment où je suis arrivé en F1, l'objectif est de battre celui qui a remporté le plus de championnats. C'était Alonso à l'époque. Puis Kimi Räikkönen, qui était l'un des pilotes les plus rapides. Et enfin Vettel, donc je pense que c'est naturel. Ouais. Ou simplement, peut-être qu'ils supportent pas Lewis Hamilton, Max Verstappen, je sais pas pourquoi, mais bon. Il y a un contentieux entre les deux, et je pense que si Mercedes prend une bonne voiture l'année prochaine, des Brésil 2022, on va en revoir plus souvent que cette année. On verra ça, j'ai hâte de voir. Ciao. Alors, Norris déclare que McLaren ne pouvait pas battre Alpine en 2022. Eh ben, je suis pas d'accord, hein, Lando, regarde le classement, t'as marqué plus de points que les deux pilotes Alpine au final. Le problème, c'était le deuxième pilote, on va pas se le cacher. On va quand même lire ce qu'il a dit. Il estime que la 5ème position est un reflet fidèle de la réalité. C'est là où on mérite de terminer, je suppose que c'est très décevant quand il y a une chance d'atteindre le P4 et qu'on a l'impression qu'on aurait pu y arriver. Mais en termes de fiabilité, on n'a eu un seul mauvais week-end. Alpine en a eu 4 ou 5, ils avaient une voiture plus rapide la majeure partie de l'année. Rien qu'en course, cette saison, McLaren a connu 3 abandons sur problème de fiabilité contre 7 pour Alpine. Je pense donc que le fait de s'être battu avec eux pendant si longtemps prouve à quel point nous avons fait du bon travail avec un package moins bon. Honnêtement, et par conséquent, voilà pourquoi je suis assez heureux. Nous sommes P5, mais il y a beaucoup de bonnes choses à retirer dans le travail que nous faisons. Nous sommes juste partis de trop loin en début de saison.
Donc, j'espère que nous pourrons démarrer beaucoup plus haut l'année prochaine pour assurer le développement et progresser comme on l'a fait cette saison. Et alors, nous serons mieux lotis. L'ensemble de l'équipe n'a pas fait un assez bon travail. Encore une fois, tout ça est dû à la voiture qu'on a eue. Nous savons que nous avons eu une saison très dure. Nous l'avons trouvée difficile. Nous devons franchir un cap l'année prochaine. J'ai l'impression que tout le monde fait les efforts pour y arriver. Je pense que c'était une question de motivation, d'énergie que chacun a apporté pour tenter de finir devant Alpine. Je crois que tout le monde au circuit a fait un très bon travail. Les mécanos, ingénieurs. Nous avons maximisé toutes les opportunités que nous avons eues. Les mécaniciens ont fait un travail remarquable dans l'année la plus difficile pour les arrêts au stand. Avec des pneus plus lourds, des pistolets plus mauvais, nous avons eu le pit stop le plus rapide cette année. Nous avons eu plusieurs fois le meilleur arrêt du week-end. De nombreux aspects sont sur une bonne dynamique et sont meilleurs que jamais. Tous les mécanos et ingénieurs sont plus motivés que jamais pour créer une meilleure voiture. Ce n'est tout simplement pas une chose facile à faire, mais ils ont établi un bon plan. Ouais. Donc encore une fois, il évoque pas son équipier. Donc Norris, t'aurais eu un pilote qui marque peut-être pas autant de points que lui, mais 100 points, on va dire, ou 90 même, ça aurait suffi largement. Même juste 45 ou 50, ça aurait suffi en vrai, hein, pour qu'il finisse devant Alpine. Alors je comprends l'argument que Alpine était meilleur, mais ils étaient moins bons en fiabilité. Mais en même temps, la fiabilité, ça fait aussi partie de la course. Si tu finis pas une course, ça sert à rien d'avoir une voiture rapide. Donc voilà, pour moi, avec un vrai deuxième pilote, ils auraient pu largement finir devant Alpine. McLaren. Je vous laisse commenter. Hamilton révèle sa haine à l'encontre de la Mercedes W13. As-tu appris au cours de l'année à détester la voiture, a demandé Hamilton à Russell. Ah oui, c'était dans une vidéo sur YouTube publiée par Mercedes. J'ai vu qu'il a dit ça, ouais, effectivement. Il y a eu des moments où tu as détesté certaines choses parce qu'elles ne faisaient pas ce que tu voulais. Les rebonds, on en avait marre de ces rebonds. Mercedes a souffert du marcelage plus que la plupart de ses rivaux. Toto Wolff évaluant plus tôt dans l'année que le problème avait mis les flèches d'argent en retard de 10 mois de développement. Il fut un temps où je me souvenais pas de ce qu'était de conduire une Formule 1, ce qui ne rebondissait pas, concède Russell. Je pense que la première course que nous avons fait sans rebond, c'était peut-être Barcelone. C'était probablement la première fois que nous n'avions pas de rebond. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est fou qu'après Barcelone, les rebonds soient revenus, quoi. Voilà, donc la W13, je crois qu'ils vont la haïr pendant longtemps. Hein. Le 13 qui n'a pas porté chance, visiblement, à Mercedes, en espérant que la W14 règle les problèmes de rebond, notamment. Allez, ciao. L'action de l'année en Formule 1, selon la FIA. Alors, du coup, c'était au Silverstone. À l'issue du 45e tour sur les 52 disputés, Leclerc en pneu dur est attaqué par Perez, mais leur bataille est si intense qu'ils en oublient la présence d'un certain Lewis Hamilton. Ah oui, quand il les a dépassés les deux, effectivement. Bon, après, il a perdu sa place peu de temps après, malheureusement. Donc, il n'en a pas profité beaucoup. Hamilton est parvenu à conserver une 3ème place sur le podium, bien mérité. Ah oui, c'est Leclerc qui avait tout perdu à cause des pneus, c'est vrai. Ce jour-là, c'est l'Espagnol Sainz qui, grâce au choix stratégique de son équipe, avait remporté en Angleterre le premier succès de sa carrière en Formule 1. Ouais, ils avaient un peu saccagé la course de Leclerc chez Ferrari, une fois de plus, j'ai envie de dire. Donc après, vous avez les autres championnats, la meilleure action du championnat. En Formule 2, par exemple, Sims et Jean Evans signent exactement le même chrono lors des qualifs à Berlin. C'est donc ça l'action du championnat 2022 de Formule 2. De Formule 2, ok, d'accord. Bon. Ouais, bah du coup, vous auriez mis quoi, vous, en meilleure action de la saison 2022 ? C'est vrai que ça, c'est pas mal, mais après, il y en a peut-être d'autres. Hein. Je vous laisse me donner votre avis. F1 Arcade, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, c'est retardé apparemment. C'est à Londres que ça va se passer. La première F1 Arcade devait initialement ouvrir ses portes au public le 24 novembre, mais cette date a été repoussée, pour des raisons techniques. Aucune nouvelle date n'a été fixée. On a pris la décision très difficile de retarder notre ouverture car nous avons eu des problèmes techniques inattendus, et nous avions juste besoin d'un peu plus de temps pour que tout soit parfait pour vous. On travaille H24 pour résoudre le problème. Nous sommes désolés de vous avoir laissé tomber, surtout à la dernière minute. Notre nouvelle date d'ouverture au public sera annoncée sous peu. Motorsport Games est propriétaire d'R-Factor 2, le programme de simulation qui sera utilisé à F1 Arcade. Mais ce retard s'inscrit dans un contexte de chaos dans les hautes sphères de l'entreprise. Après avoir affiché une perte nette de 8,5 millions de dollars au 3e trimestre, tous les membres du conseil d'administration ont démissionné et la société a perdu un certain nombre de licences clés, dont une concernant l'utilisation de Silverstone. Ah bah d'accord, bon bah super. En plus c'est dommage, vu que c'est à Londres, s'ils perdent Silverstone. Ah là là. Bon, à voir quand ça va ouvrir ce truc, je vous laisse commenter. Wolff est convaincu que Mercedes évitera la crise connue par Red Bull et Ferrari. Avec Ferrari par exemple, ils ont perdu l'ensemble de leur top leadership, Jean Todt, Ross Brawn et le pilote Schumacher. C'est quelque chose qu'on peut facilement identifier pour Red Bull, il s'agissait d'une situation de fond où l'unité de puissance a changé du tout au tout.
Nous gardons ça en tête et nous pensons que nous ferions mieux d'être prudents, parce qu'une saison se passe en un clin d'œil. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire, pour regarder en arrière à la fin de la saison prochaine et celle d'après en disant « c'est dommage », a conclu Wolff. Donc voilà, en gros, est-ce que Mercedes va rentrer dans une période de disette comme Ferrari a pu avoir et comme Red Bull a pu avoir? Je pense pas, parce que c'est pas la même période pour la F1, il y a le plafond budgétaire et tout, qui va permettre à l'équipe de revenir plus vite, je pense. Donc Mercedes, ça devrait revenir au top niveau dès l'année prochaine, je pense. J'espère, du moins. Ça serait dommage de refaire une saison 2023 comme à 2022. On verra ça. Je vous laisse commenter. Alors, Sainz révèle les consignes de Ferrari à Abu Dhabi. Bon, en gros, il devait pas attaquer Leclerc, quoi. Je pense qu'on a travaillé en équipe. J'avais des instructions claires avant la course pour ne pas me battre avec Charles au départ ou lors des arrêts. Nous avons exécuté un bon week-end dans ce sens. Je suis heureux pour lui. Honnêtement, parce que je pense vraiment qu'il mérite cette P2. Je pense qu'il méritait de terminer deuxième cette année. Il était super fort toute l'année avec cette nouvelle génération de voitures. Il pilote extrêmement bien. Je devais peut-être m'adapter et changer un peu mon pilotage pour essayer d'être plus proche de lui. Félicitations à lui, car il a réalisé une belle saison et il mérite d'être deuxième devant Checo. Bon bah c'est logique en même temps, voilà, Sainz il était très long au classement. Il fallait pas qu'il gêne Leclerc dans la strat et tout quoi, sur la piste non plus. Donc bah écoutez, ça a marché pour Leclerc au final puisqu'il a fini P2 devant Checo Pérez et au final moi j'aurais pas parié ça, je pensais que Pérez allait vraiment finir deuxième. Donc bah pour le coup ils ont bien joué cette course Ferrari pour une fois, il faut le noter. Je vous laisse commenter. Et Marco qui est soulagé que Verstappen ait rapidement renversé la situation en 2022, un deuxième titre en F1 malgré un gros retard après 3 courses. On a renversé la situation et pendant la saison nous sommes passés d'une voiture en surpoids et pas facile à régler à une voiture qui fonctionnait partout, sauf au Brésil. On a souffert là-bas. Mais à part ça, sur l'ensemble du développement et du championnat, nous ne pouvons que dire que l'équipe et les pilotes ont fait de l'excellent travail et qu'il sera difficile de faire aussi bien l'année prochaine. Si Red Bull a dominé les débats en piste cette année, elle a en revanche écopé d'une pénalité de 10% sur son temps passé en soufflerie, après avoir dépassé le budget capé. Marco concède qu'il s'agira d'un frein pour l'équipe autrichienne, mais reste cependant confiant que la stabilité réglementaire entre 2022 et 2023 lui permettra de se maintenir à l'avant du peloton. Dieu merci, le changement réglementaire est relativement faible avec le rehaussement du châssis, et nous avions une bonne voiture cette année. Nous sommes donc optimistes de toujours être à l'avant. Nos pilotes seront les mêmes et globalement, rien ne change dans l'équipe. La continuité est une chose importante, très importante, et je pense que nous serons en bonne position. Eh bien, nous verrons cela, Helmut. Je vous laisse commenter. Alors, Ocon est visiblement content qu'Alonso parte de Alpine. On a été déçus que ses propos soient sortis dans la presse plus qu'en interne. En interne, on n'a pas vraiment eu de discussion à propos de tout ça. On a eu des discussions avec Rossi, donc il parle des tensions au Brésil. Mais je préfère quand ça reste en privé et qu'on s'explique d'homme à homme. Lui, il ne l'a pas fait. C'est sorti dans la presse, comme j'ai dit. Je garderai toujours le respect que j'ai pour lui. J'ai été déçu, certes, mais je respecte ce qu'il a fait en piste. Ses titres, sa motivation qu'il a à cet âge-là. De fait, le Français reconnaît qu'il est soulagé de voir Alonso rejoindre sa nouvelle équipe, sous-entendant que les tensions prenaient de la place en interne. Mais oui, je pense que c'est bien qu'il parte chez Aston Martin et qu'on fasse notre bout de chemin comme on doit le faire. Ah là là. Ocon tire toutefois un bilan plaisant de leur collaboration et notamment d'avoir réussi à devancer Alonso au championnat. Une satisfaction de finir devant lui sur cette fin d'année. Je pense qu'on peut regarder ces 2 dernières années en étant fier de ce qu'on a accompli pour la marque. On a été proche pendant ces 2 ans. Certes, on s'est touché au Brésil, mais en partant proche sur plus de 40 courses en 2 ans, c'était quand même super propre les batailles qu'on a eues. C'est quelque chose de travailler avec une légende comme lui et un double champion du monde. Une belle satisfaction pour moi de terminer devant lui. Il m'a fait progresser car on apprend toujours d'un coéquipier, on apprend de la manière dont un nouveau coéquipier travaille. J'espère que lui aussi a appris de moi et que ça ne va pas que dans un sens. Il y a plein d'aspects sur lesquels il est très fort en course, sur la stratégie, comprendre la course, ce qu'il doit faire. C'est un gars qui est très réveillé et très rapide dans sa tête. Il m'a fait découvrir pas mal de choses que je vais garder par la suite, mais c'était le cas quand j'ai travaillé avec Ricciardo ou Perez. On attend toujours de ses coéquipiers. Je lui souhaite le meilleur chez Aston, et j'espère qu'on continuera à se battre en piste. Alors, dernière partie, le simulateur. Interrogé sur sa préparation à venir sans Alonso à ses côtés, mais avec Pierre Gasly à la place, Ocon révèle qu'il espère vivre un hiver plus calme que prévu initialement. En effet, il nous apprend que le travail de développement et de marketing lui incombait en très grande majorité. Honnêtement, c'était 98% sur mon dos et 2% sur le sien. J'étais, on va pas dire surmené, mais c'est moi qui faisais tout. Je faisais tout le développement du simulateur, c'est moi qui faisais tous les déplacements marketing quasiment. Je faisais une très grosse partie du travail. Ah, c'est intéressant de savoir ça, hein. Branlez rien, Fernando. L'arrivée d'un nouvel équipier devrait donc permettre un programme moins prenant. Avec Pierre, je pense qu'on se partagera la tâche
et ça pourrait m'aider à garder de l'énergie sur la saison. Je suis sûr que de ce côté, ça sera bien mieux. En revanche, Ocon dément que le départ d'Alonso laisse une place plus importante dans l'équipe pour lui. Il assure en effet qu'au fil des 2 années, jamais l'Espagnol n'a pris trop de place. Il n'y a pas de place supplémentaire. Tout le monde dit que Fernando prend beaucoup de place. Fernando ceci, Fernando cela. Mais j'ai ma place comme lui l'avait. Pour développer la voiture, pour les réglages, je fais ce que j'ai besoin de faire avec mon équipe. Je vais continuer le travail que j'ai fait cette année et qui a fonctionné puisque je finis devant lui au championnat. Ah ça, il aime bien le répéter, qu'il finit devant lui. Mais tous les fans d'Alonso vont lui dire « Mais t'es sérieux là? Il a eu plein de casses mécaniques. Il en a eu plus que toi. Donc t'as aucun mérite à finir devant lui, Esteban Ocon. » Ce qui n'est pas totalement faux, pour le coup. C'est vrai qu'il a eu plus de problèmes que lui, Alonso. Donc bon. Voilà, donc intéressante cette interview de Ocon. En gros, tout le marketing et le simulateur, c'est lui qui le faisait, quoi. Et pas Alonso, visiblement. Allez, ciao.